Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors aujourd'hui, je suis très émue. Je vais avoir au micro une femme inspirante avec qui j'ai fait mes études universitaires en information et communication à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est une figure et une voix bien connue dans les maritimes. Il s'agit de Jannick Leblanc, journaliste à Radio-Canada Acadie. Alors, curieuse, rigoureuse, dynamique, et puis je pourrais en mettre d'autres, elle a baladé son micro partout et affirme avoir vécu plusieurs vies grâce à sa profession qu'elle aime encore passionnément après 38 ans. Bonjour Jannick Leblanc. Bonjour Marjorie. Alors, quel plaisir de t'avoir au micro, puis c'est un privilège pour moi de passer cette heure avec toi. Et ma première question, c'est de dire, tu as tellement interviewé de personnes, est-ce que toi, tu t'es fait souvent interviewer? Pas souvent. Et je peux te dire que c'est pas quelque chose qui me rend très à l'aise. et c'est bien quand même de le subir parce que je le fais subir à tellement de monde depuis tellement d'années. Oui. Et puis c'est bien de se rappeler que ça peut être stressant parce que, moi, je sais pas que j'aime pas parler de moi, mais publiquement, oui. C'est pas quelque chose. Comme journaliste, on est là pour rapporter des choses, pour raconter les histoires des autres, pas les siennes. Oui. Donc, tu me fais faire un exercice un peu particulier, on va dire. Ah, c'est parfait. Et puis, juste un peu avant la retraite, mais on va en parler après le long de l'entrevue. Jannick, on se connaît, c'est ça que je voulais vraiment dire aux auditeurs, auditrices. On se connaît, on a été à l'université ensemble, mais il y a certaines périodes qu'on s'est perdu de vue. Et alors, j'aimerais, parce que pour moi, tu es une femme inspirante parce que je sais exactement tout ce que tu as fait au niveau professionnel. Mais avant tout, j'aimerais que tu nous parles de ton enfance parce que nous, on a connecté au niveau de l'université. Mais avant ça, dans ton enfance, où tu as vécu? Dans quel terreau? Moi, je suis née à Moncton, au Nouveau-Brunswick, donc une ville majoritairement anglophone, où il y a quand même une minorité francophone assez importante, d'un père qui était enseignant et directeur d'école, et d'une mère des îles de la Madeleine qui parlait pas un mot d'anglais quand elle est arrivée à Moncton, et puis qui était infirmière. Mm-hmm. Et j'ai grandi à Moncton pour les 4 premières années. Puis ensuite, on a déménagé à ce qui s'appelait à l'époque Saint-Anselme, qui est maintenant Dieppe, qui est la ville à côté de Moncton, beaucoup plus francophone, très francophone, Dieppe. Et j'ai grandi là, j'étais à l'école en français, j'ai un frère qui est 2 ans plus jeune, qui habite à Montréal d'ailleurs, une sœur 7 ans plus jeune, Sophie, qui est directrice d'école, qui a suivi dans les traces de mon père. Et puis, j'ai grandi à Dieppe, dans un milieu francophone avec plein d'amis. On vivait dans un quartier où on pouvait jouer dans la rue. Il n'y avait pas tant de trafic à ce moment-là. Puis c'était avant les casses de vélo, c'était avant toutes les mesures sécuritaires. Et puis, il y avait beaucoup de bois. C'est toutes des maisons maintenant, les endroits où jouer dans la nature. Près de la rivière Petit-Kodiak, on allait jouer dans le bois, on se faisait des cabanes, on jouait à la corde à sauter dans la rue. Et puis, j'ai eu une belle enfance à Dieppe. Et puis, l'école secondaire où mon père était directeur. Ça, c'était... Ah ouais? Ouais. Bon, ah, pas de bêtises, alors? En tout cas, pas qu'il a jamais su. Et puis... Puis je voulais pas que ça sache que j'étais la fille du directeur, mais avec un nom comme Leblanc, à Moncton, vous savez que Leblanc, c'est le patronyme acadien le plus commun. Il y en a beaucoup des Leblanc. Et puis, avec un nom comme Leblanc, c'était pas évident tout de suite que j'étais la fille du directeur. Mais voilà, j'ai quand même réussi à passer mes années de secondaire sans me ramasser dans le bureau de mon père et puis
en réussissant bien et en faisant beaucoup de danse, parce que j'ai fait beaucoup de danse comme aussi. adolescent. Ouais, c'est vrai, en effet. Et puis, ce qui t'amène maintenant ta carrière depuis 38 ans comme journaliste, mais comment tu avais fait ce choix d'aller en information communication à l'Université de Moncton? Oh mon Dieu, quelle question. J'avais aucune idée, Marjorie, de ce que je voulais faire. Je pensais à toutes sortes de choses. J'avais des bonnes notes, je réussissais bien à l'école et puis je pouvais être assez studieuse et puis assez disciplinée, mais je savais pas. J'avais aucune idée. Puis au mois de mars, là, quand il fallait qu'on fasse la demande pour le septembre suivant, pour l'entrée à l'université, j'avais aucune idée. Alors, j'ai procédé par élimination. J'ai éliminé les facultés une après l'autre. Ouais. Et puis, à la fin, il me restait éducation et service social. Okay. Et puis, je me suis dit, OK, je vais aller faire un bac en travail social et je ferai un BED d'1 an en éducation parce qu'à ce moment-là, on pouvait faire un certificat d'1 an. Puis je me disais, je vais aller enseigner aux sous-doués. Oui. Et puis c'est comme ça que ça s'appelait dans ce temps-là. On dit plus ça. Et puis là, ben, c'est ça. J'ai fait ma demande. Et pendant l'été, j'ai renoué avec mon amie Lise. Et elle s'est inscrite en information communication. Puis moi, j'avais éliminé toute la faculté des arts sans je me disais, je vais pas en théâtre, je vais pas en musique, je vais pas en arts visuels. D'accord. J'avais pas vu qu'il y avait. Et quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, ouf, ça c'est intéressant. Ma mère a travaillé à la télévision quand j'étais enfant. Elle était à la télévision tous les soirs de semaine. Et puis, j'avais pas pensé à ça. Puis c'est un peu par hasard, c'est grâce à Lise et que j'ai eu cette idée-là. Ouais. Je suis allée, on était 3 amis, Lise, François et moi, on avait toutes les mêmes cours parce que j'étais malade la journée de l'inscription, j'ai copié tous leurs cours. Et puis je suis la seule qui est restée là-dedans. Ah oui. Je suis la seule Lise est partie en économie, puis François a fait de l'économie, puis ensuite du droit. Ouais. Il a fini comme sous-ministre adjoint de la justice à Ottawa. Et puis Lise est devenue économiste en chef principale adjointe à la banque et tout ça. Et puis moi, je suis devenue journaliste et c'est arrivé par hasard, mais je pense que pour moi, c'était le plus beau métier du monde. Ah, super! Donc, Jannick, après ton baccalauréat en formation communication, tu as fait tes premières armes à Radio France Fréquence Nord. Qu'as-tu appris de ce stage et puis comment c'est venu à toi? Ben, c'était mon stage universitaire. Donc, j'ai passé 6 semaines à Radio France Fréquence Nord, à Lille, près de Lille, à Lille comme telle, dans le nord-est de la France. Et puis, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, j'ai appris que ça pouvait être très lourd, un agra à l'époque. Ça faisait, je sais pas combien de kilos, c'était énorme. C'est à peu près 3 générations ou 4 générations de prise de son passées. Le dernier. J'ai appris qu'il y avait des crises sociales. J'ai assisté. Je me souviens je suivais un autre journaliste, Régis, il s'appelait. Et puis, on était allés un matin, et pour moi, ça, c'était vraiment une révélation parce qu'on n'avait pas ça chez nous, au Nouveau-Brunswick. Il y avait un stationnement où il y avait des gens du voyage. On les appelait les Tziganes ou les Roms. Et puis, on est allé là parce que la police avait décidé de démanteler ce campement ce matin-là. Et il y avait les CRS, là, les policiers français en habits anti-émeute avec les boucliers et tout ça. Et ils sont allés démanteler au petit matin cet endroit, ce campement. Et nous, on est arrivés après. Et c'était de voir ces gens-là qui avaient été déplacés. J'ai été exposée à une réalité que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. J'ai rencontré des gens. J'avais rencontré Diane Tell, qui est une femme du Québec, qui était là. Je l'avais rencontrée là. Et puis, ça a été aussi au niveau personnel une expérience enrichissante parce que j'habitais dans la famille
de mon ami à l'époque, en banlieue de Lille, et puis d'habiter dans une famille française pendant 6 semaines, puis ensuite voyager tout l'été en Europe jusqu'en Grèce. Ça a été vraiment une très belle expérience qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et qui m'a confirmé après mon premier voyage en Europe avec une très bonne amie qui s'appelle Marjorie, que le voyage allait faire partie de ma vie. Mais exactement, parce qu'il faut le dire aussi, on a fait le tour de l'Europe en sac à dos, donc c'était une super belle expérience et puis c'était extraordinaire. Puis, mais à l'époque, lorsqu'on se souvient, c'est pour se déplacer aussi, parce que par la suite, on va le voir au cours de notre entrevue, que tu as fait plusieurs autres pays, mais déjà pour prendre la décision d'aller là, est-ce que tes parents t'avaient encouragé à ce moment-là ou tu étais vraiment déjà une fonceuse? Tu veux dire pour aller faire mon stage? Oui, pour aller faire ton stage, ton premier voyage, oui. Mon premier voyage, en fait, moi, j'avais envie de le faire. Et puis, je me souviens quand j'ai annoncé à mes parents que je partais en Europe pour, je pense que c'était 7 semaines avec toi. Oui. Mon père était un peu surpris, puis il voulait... Bon, à l'époque, tu sais, c'est avant les téléphones cellulaires, c'est avant les WhatsApp, et puis les Skype et tout ça. Et puis, ça coûtait très cher, le téléphone. En effet. Et mon père, il voulait que j'aille chez des gens là, qui étaient venus chez nous, des Français. Mais j'ai dit, papa, moi, je vais pas aller m'installer. Je pense qu'ils étaient à Orléans. Oui. Je dis, je vais pas m'installer là. Je dis, moi, je vais voyager. Mais oui, mais il faut que tu nous appelles. J'ai dit, oui, je vous appellerai de temps en temps. à frais virés, en PCV. C'est vrai. Mais il voulait que je l'appelle à chaque fois qu'on changeait de place. J'ai dit, non, c'est pas possible. Là, il va juste falloir que... Non, moi, Et puis finalement, c'est ça, je les ai appelés. De toute façon, ils étaient partis à la voile. Je ne pouvais même pas les rejoindre. Il n'y avait pas de cellulaire pour eux non plus. Fait que, non, moi, je suis partie sans trop m'inquiéter. Puis, je savais qu'il y avait des gens, il y avait toi avec qui j'allais voyager, mais il y avait aussi d'autres gens que je connaissais, que j'allais pouvoir voir. Donc, non, moi, je partais à l'aventure. À l'aventure, en effet. Et puis, ça a été toute une. Voilà, oui. On passera les souvenirs par la suite, mais là, c'est vrai, c'était une super belle aventure. Et puis, après ça, toi, ta vie, ça a été vraiment de façon rapide, là, que tu entres aussi dans des postes quand même assez importants. Déjà, à 21 ans, tu étais à la salle de nouvelles de Radio-Canada Acadie, puis pour y découvrir la télévision. Toi, tu as fait la télévision et la radio. Qu'est-ce que la télévision apporte que la radio n'apporte pas ou vice-versa? Franchement, je préfère la radio. Ah oui, quand même. Parce que je trouve... non, mais les deux ont leur force. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup la radio parce que je trouve que la radio, c'est un média chaud, un médium chaud, et on peut écouter la radio en faisant d'autres choses, mais on est dans une espèce d'ambiance intimiste, et puis c'est un médium plus de contenu, parce qu'on ne doit pas mettre des images, on peut aborder toutes sortes de choses et de toutes sortes de façons, alors qu'en télévision, c'est beaucoup plus... exigeant pour le téléspectateur et aussi pour le créateur de contenu, le journaliste, la journaliste. Mais j'ai commencé, j'avais fait de la radio, et toi aussi d'ailleurs, à la radio étudiante CKUM-MF, voilà. Et puis, j'ai fait ma formation d'une semaine là, à la rédaction radio. Puis, un dimanche de la fête des mères, il y a eu une crise de pêche, parce qu'il y en a de temps en temps ici, dans les Maritimes. Et puis, J'étais juste en formation, mais le chef des nouvelles a décidé de m'envoyer faire un reportage sur cette crise dans le hareng. C'était très compliqué. J'ai réussi à démêler ça en m'appuyant sur des gens qui m'ont expliqué des choses, parce que les pêches, quand on n'est pas initié, c'est pas évident. Et donc, j'ai fait un reportage radio pour le lendemain, et c'était le lundi matin. Et puis, je devais rentrer le jeudi pour avoir une formation télé. Je devais suivre un journaliste. Et le lundi matin, le chef des nouvelles m'appelle puis il dit, Jannick, tu avais un bon reportage ce matin. Je dis, ah, merci. Il dit, veux-tu rentrer demain faire de la télé? J'ai dit,
Ah bon? Ben, j'ai dit, c'est parce que j'ai pas encore été formée. Il dit, c'est pas grave. Il dit, on va te donner un bon caméraman. Ah ouais? Fait que mon premier reportage télé, ça fait 38 ans, au début du mois de mai. Ouais. Et puis, je l'ai fait. J'avais pas eu de formation télé, mais je l'ai fait. Puis bon, disons que mon extro à la fin, là, à la caméra, j'avais pas énormément d'assurance, mais ça s'est amélioré par la suite. Exactement. Mais je pense aussi, te connaissant aussi, tu dépasses facilement tes zones de confort. Donc, est-ce que tu saisis l'opportunité dès qu'elle se présente? Oui, c'est pas mal ça. Moi, Ouais. je suis pas quelqu'un qui a planifié sa carrière. Je suis pas quelqu'un qui me disait dans 5 ans je serai là, dans 10 ans je serai là, je veux atteindre ceci. C'est plutôt de saisir les occasions. Celle-là, c'en était une. Il dit, veux-tu venir? Oui, on y va. Le caméraman, d'ailleurs, c'était Pierre Richard, je le mentionne, parce que ça fait 45 ans qu'il est caméraman ici. Ah, wow, puis il est okay. toujours ici à Radio-Canada. Mais oui, j'ai toujours saisi les opportunités et puis ça m'a bien servi. Vraiment. Oui, en effet. Oui, tout au long de ma carrière. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, on poursuit. Tu as été choisi au Parlement canadien, ce qui t'a amené à Washington. Donc, cette expérience, comment tu l'as vécue? Parce que tu étais rendu à Washington encore très jeune aussi. Bon, Washington, c'était juste une semaine dans toute l'année du stage parlementaire, mais le stage parlementaire, c'est un concours canadien où on choisit 10 stagiaires à travers le Canada et c'est pas les pages, là, c'est pas les gens qui vont porter les messages aux députés, il faut avoir un baccalauréat, un premier cycle universitaire. J'avais postulé à ce concours et j'ai eu la chance d'être choisie et ça a été vraiment une année, ça c'était très formateur, de passer une année, en tout cas 9 mois en tout, 10 mois, à travailler au Parlement. Ouais. Et c'est nous, comme stagiaires, qui allions faire des interviews avec les députés potentiels avec qui nous pourrions travailler. On était de la main-d'œuvre gratuite pour eux. Oui. Le stage existe encore. Hein. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, qui veulent postuler pour ça, je vous encourage, c'est vraiment très, très bien. Et donc, il fallait travailler la moitié du stage avec un député d'arrière-ban du gouvernement et l'autre moitié avec un député de l'opposition. Oui. Et puis, on allait se promener. Et puis, moi, j'ai eu la chance de faire mon stage avec d'abord Lucie Pepin, qui était l'ancienne présidente du Conseil consultatif sur la condition de la femme du Canada. Et puis, avec elle, c'était génial. J'ai voyagé avec elle, je l'ai aidée avec ses discours. Elle n'était pas toujours satisfaite de la forme écrite de ses discours. Puis moi, comme j'avais une expérience en audio visuel, je l'aidais. Des fois, je conduisais, puis elle me lisait les choses, puis on barrait, puis on mettait des phrases plus simples, des phrases plus parlées plutôt que des phrases écrites. J'ai été dans des réunions avec elle et tout ça. Je l'aidais à formuler des questions pour la période des questions parce qu'elle était dans l'opposition, donc elle posait des questions. C'était sous le gouvernement de Brian Mulroney. Et puis après, j'ai travaillé avec un député d'arrière-ban progressiste conservateur, Jean-Guy Hudon de Valleyfield. Et puis, lui, c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, cette année-là, il y a eu un vote libre sur la peine de mort. Et les députés avaient le droit de voter selon leur conscience et non pas pour suivre la ligne de parti. Et puis, M. Hudon, au départ, il allait voter pour. Et puis, j'ai travaillé très, très, très fort pour lui faire comprendre que, je pense que je l'ai influencé parce que je disais, mais on peut pas comme société, faire à la personne qui a été condamnée la même chose si c'est un meurtrier, disons, que la personne a fait à une autre personne. Et puis, j'avais expliqué mon point de vue à chaque fois qu'on recevait des choses, de l'information, parce qu'il y a eu beaucoup de lobbying qui s'est fait de part et d'autre du débat. Et puis, j'allais le voir et puis je l'avais aidé avec la lettre à ses commettants, puis il avait voté
contre la peine de mort. Donc, j'étais très, très contente. Ça a été vraiment... Et on a eu des super voyages. Ah oui? On est allé... Ah oui, on est allé à Washington pour une semaine. On est allé à Queen's Park, à Toronto, à l'Assemblée nationale du Québec. On est allé en Europe, on est allé à Londres, à Belfast, en Irlande du Nord. Donc, on est allé à Berlin 2 ans avant la chute du mur, dans le Reichstag. On est allé jusqu'en Israël. Oh, wow, donc, ça a été très, très formateur comme expérience, ouais. Alors, Jannick, on poursuit avec toutes ces expériences internationales aussi comme journaliste. Donc, en 2021, un stage de 2 mois à Lausanne marque le début d'une nouvelle vie en Suisse. Et tu as exercé ton métier de journaliste là. Alors, et parle-nous de ce passage-là et surtout, est-ce que tu as constaté des différences avec la façon de faire à la radio en Suisse et la radio d'ici? D'abord, c'était en 2001. Donc, ça faisait 12 ans à peu près que j'étais permanente à Radio-Canada. D'accord. J'avais travaillé à l'île du Prince-Édouard, j'avais travaillé à la radio, à la télé, au réseau de l'information pendant un bon bout de temps. Puis à un moment donné, j'avais envie d'autre chose et je fais partie d'un ski club international de journalistes et là, je rencontrais des journalistes de 35 pays et je me disais, je veux vivre en Europe, comment je fais? Comment je fais pour me trouver un travail? Et puis, de fil en aiguille, en parlant à des gens, il y a quelqu'un qui me propose ce stage en 2001, à l'été 2001. Donc, je prends un congé sans solde de 3 mois. Et puis, je pars à Lausanne pour travailler dans une radio privée. Et puis là, en termes de différence de fonctionnement, c'est sûr qu'entre une radio-télévision publique canadienne et une radio privée en Suisse, ça fait quand même pas mal de différences. J'étais dans une radio qui était musicale ou à Lausanne, qui s'appelait Lausanne FM à l'époque, qui s'appelle LFM maintenant. Et puis, c'est ça, les nouvelles, c'était pas le but premier de cette radio-là, mais c'était quand même important de le faire et puis j'ai appris et puis je me suis mise à faire des nouvelles locales et cantonales parce que là-bas, la province, c'est des cantons. Oui. Et puis, travailler dans une radio privée, on comprend que on n'est plus à Radio-Canada. Il y a certaines pressions comme sur la rédaction d'aller couvrir des événements qui sont plus des événements commerciaux que des nouvelles. Ça, j'avais trouvé ça un peu difficile. Il y a toujours moyen, comme journaliste, d'essayer de faire un angle nouvelle plutôt que de la promotion pour le centre commercial qui ouvre. C'est sûr qu'un centre commercial qui ouvre, c'est une nouvelle, mais quand on sent que c'est le patron qui dit que les publicitaires et les publicitaires de la radio qui veulent qu'on y aille, il faut qu'on y aille comme journaliste, mais il faut qu'on regarde notre chapeau de journaliste. Donc ça avait été particulier. Puis évidemment, l'information, comme c'était pas la mission première de cette radio-là, c'était pas la priorité, mais on continue comme journaliste de le faire avec les mêmes règles, les mêmes normes et pratiques journalistiques que j'avais apprises lors de mon bac et puis aussi à Radio-Canada. Puis ensuite, j'ai fait le saut après 3 ans. J'ai eu la chance de pouvoir faire le saut à la radio suisse romande, qui s'appelle maintenant la RTS, parce qu'ils ont maintenant la radio et la télé étaient très séparées maintenant depuis 14-15 ans. C'est vraiment plus ensemble. Oui. Et puis là c'était vraiment c'était comme être à Montréal, si on veut, en centrale de Radio-Canada, mais à la radio suisse romande. Et puis là, c'était vraiment un bel apprentissage pour moi, encore une fois, parce que je faisais des bulletins de nouvelles qui étaient à la fois
régionaux, nationaux, internationaux. Oui. On avait des rubriques, donc à la radio, il y avait les rubriques société internationale, culture, économie. Il y avait toutes les... Et puis d'apprendre à naviguer dans tout ça, parce que j'ai fait des nouvelles, puis j'ai aussi fait une chronique que j'ai adorée qui s'appelait Le Feuilleton, et où je suivais des personnalités connues pour apprendre qui elles étaient plutôt que ce qu'elles faisaient. Et ça a été un des moments les plus fun de ma carrière, même si ça demandait beaucoup de travail. C'est que, dans le fond, après des années et des années de toujours... Quand on parle à des politiciens, on essaie toujours de leur faire dire ce qu'ils veulent pas dire ou un peu d'obtenir de l'information qu'ils sont pas prêts à donner. Et alors que là, j'étais là dans un rôle où je partais à la découverte de ces gens-là. Puis ça, c'était vraiment très enrichissant. Fait que, non, c'était un beau moment. C'est ça. Puis Jannick, je me remets aussi à cette époque-là, parce que là, on parle de 2001. Il n'y avait pas autant d'accents différents lorsque, en France ou bien en Suisse, qui ont leur propre accent, etc. Est-ce que toi, on t'en parlait ou c'était aussi naturel que si tu étais au Canada? Ah, ça, c'est vraiment intéressant comme question, Marjorie, parce que en arrivant là-bas, à la radio privée, mon accent était exotique et souhaité. OK. Tu vois? Et puis même, à un moment donné, j'ai une amie que je connaissais pas à l'époque, mais qui est devenue mon amie. C'était une Québécoise qui travaillait dans une autre radio. Elle est venue co-animer l'émission du matin. Donc, puis elle avait un gros accent québécois. Et puis, donc là, à ce moment-là, j'ai été dispensée de faire les nouvelles très tôt le matin parce qu'ils ne voulaient pas 2 Canadiennes à l'antenne en même temps. OK, oui. Donc là, dans cette radio-là, l'accent était souhaité. Après ça, quand je suis passée à la radio suisse romande, je savais avant même de postuler que à la direction de l'information, à l'époque, on ne souhaitait pas qu'à l'info, il y ait des accents. On voulait un accent neutre si cela existe. Et donc, quand j'ai postulé, j'ai enregistré un bulletin de nouvelles que je faisais à Lausanne FM en faisant très attention, en prenant un petit accent comme ça, à la française. Et donc, j'ai envoyé ça. Et puis, quand j'ai été convoquée à l'entretien d'embauche, je leur ai parlé. Bon, c'est sûr que là, je te parle, ça fait 14 ans que je suis revenue à Moncton et puis j'ai repris mon accent. Mais dans ce temps-là, ça faisait 3 ans que j'étais en Suisse, donc j'avais des points d'accent suisse avec des... Ben oui, c'est sûr, parce que moi, je suis un peu caméléon, puis je m'adapte un peu à mon auditoire. Et puis, par rapport à l'accent. Et puis, donc, j'ai fait l'entrevue, puis à un moment donné, pendant l'entrevue, le gars des ressources humaines m'a dit, mais... Jannick, on va garder le punch, on va juste à la pause et on garde le punch pour le retour. C'est bon. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours avec moi au micro, Jannick Leblanc, journaliste Radio-Canada Acadie. Alors Jannick, on parlait justement des accents et on est arrivé au moment où tu étais en entrevue. Alors, Oui, j'étais en entretien d'embauche et l'homme qui s'occupait des ressources humaines, il me dit, sur la cassette, vous n'avez pas d'accent? Il dit, là, ici, quand on vous parle, vous avez un accent. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je prenne un petit accent français comme ça? Et puis, j'ai dit, bah oui, j'ai dit, c'est normal. J'ai dit, je peux. Et puis là, il dit, c'est difficile. J'ai dit, non, c'est pas difficile. C'est comme prendre un rôle au théâtre ou faire comme mon frère et moi quand on était petits et qu'on se moquait des Français. et puis là, il m'a dit, mais dans le travail, j'ai dit, dans le travail, ce sera pas nécessairement difficile, mais j'ai dit, si vous m'envoyez couvrir une manifestation violente en direct
il se peut qu'il y ait des points d'accent et même peut-être des expressions qui ressortent. Mais voilà, puis le lendemain, ils m'ont fait revenir parce je pense qu'ils voulaient tester ma capacité de gommer mon accent. Et puis bon, ils m'ont fait faire un bulletin de nouvelles et un commentaire. Et puis ensuite, ils m'ont fait enregistrer un bulletin et j'ai plus du tout envie de le faire parce que je l'ai fait pendant 6 ans. Là. Oui. Et au début, ça m'en donnait presque de l'urticaire, mais parce que à chaque fois que j'avais un micro devant moi, je me disais, OK, tu gommes ton accent. Et ça va, ça se fait. C'est un mais rôle. À la longue, à la longue, on a envie de... C'est ça. On a envie d'être soi-même. Oui, j'en doute pas. Et puis, alors, il y a le retour au Bercail. Donc, alors, 2001, donc c'est en 2010, c'est bien ça que tu reviens après ce long séjour en Suisse avec toute cette expérience en Suisse. Maintenant, tu reprends le service avec Radio-Canada Acadie. Puis, ce retour, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquait pour revenir au Bercail où tu avais fait le tour en Suisse? 9 ans de vie, c'est une étape, c'est un cycle de vie. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais atteint les objectifs. Je voulais vivre en Europe, je l'avais fait. Oui. Je voulais travailler à l'international. Je l'ai fait parce que j'ai travaillé les 2 dernières années à la rubrique internationale de la radio suisse romande. Je suis allée en Chine, je suis allée en Bosnie, puis, au Kosovo. J'ai voyagé aussi pour le feuilleton, la rubrique dont je vous parlais un peu plus tôt, où est-ce que je suivais des personnalités connues. Et puis, j'ai aussi eu des problèmes de mobilité. J'ai eu des problèmes de hanche, donc pendant plusieurs années, j'ai boité et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai eu une première chirurgie. J'ai eu une chirurgie au pied. Ensuite, j'ai eu une chirurgie pour me faire remplacer une hanche. Et puis l'année d'après, l'autre hanche. Donc, 3 chirurgies assez importantes. Quand la famille n'est pas alentour, oui, j'avais des amis, mais c'est... Ouais. Et puis à un moment donné, je sais pas, c'est comme si j'avais fait ce que j'avais à faire là-bas, puis j'avais envie de revenir. Et donc, je suis revenue. Et puis, j'avais aussi, il faut dire, une belle maison sur le bord d'une rivière, chez Diac, pour ne pas la nommer. Et puis, je vivais en ville depuis 9 ans, un peu dans le trafic. Et puis, Puis cette maison-là, je ne l'ai jamais habitée parce que j'avais acheté un vieux chalet qui a brûlé 9 mois après que j'ai déménagé dedans. Et puis, je suis partie en Suisse 4 mois après l'incendie. Donc, la maison a été reconstruite, puis je ne l'ai pas habitée avant de revenir en 2010. Oui, tout à fait. Donc, il y avait ça. Puis je voyais mes parents vieillissaient et tout ça, puis j'avais envie de revenir. Puis j'avais aussi envie de revenir faire des histoires dans un pays où j'avais le droit de vote. Ah oui, je comprends. Et puis des enjeux qui me concernaient. Donc, retour à cause de ça. À cause de ça, c'est ça. Puis j'en profite pour dire aussi, c'est ça, parce que tu as parlé des problèmes aux hanches et auto, mais que tu avais aussi quand même pas mal d'années comme danseuse. Tu as été danseuse ballet jazz, si je m'en souviens, pendant plusieurs années aussi. Oui, je dirais de façon très intensive pendant une dizaine d'années. Oui. Je faisais partie d'une troupe Atlantic Dance Theater, puis ensuite Danse encore et tout ça, donc beaucoup de spectacles. J'ai enseigné la danse et tout ça. Oui. Et puis, je pense que ça a contribué. On dit que les danseurs et les joueurs de soccer ont souvent besoin de se faire remplacer les hanches. Mais voilà, alors c'était important de préciser parce que ça montre encore la femme d'inspiration que tu es, malgré tout ce travail prenant de journaliste et tout ça. Donc, tu as pu profiter aussi quand même d'une belle carrière dans la danse. Alors, tu reviens justement après la Suisse ici et en 2013, tu deviens la première femme à prendre la barre du téléjournal Acadie Semaine. C'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, j'avais remplacé avant et tout, mais effectivement, oui. Et c'est ça, parce que là, c'est comme, t'étais la figure du téléjournal, puis je pense que c'était le soir et le midi aussi. Et qu'est-ce que ça fait de devenir la première femme? Parce que c'était quand même en 2013 à la télé.
Oui, bon, il y avait déjà une femme qui avait été chef d'antenne de fin de semaine, mais ouais, je sentais pas que je brisais une grosse barrière en devenant la première femme chef d'antenne officielle Oui. la semaine, mais quand même, c'est vrai que ça a pris du temps. Et puis, j'avais remplacé à ce poste-là, j'avais remplacé Abbé Lantin, ça s'appelait le Ce Soir Atlantique à l'époque. J'avais animé aussi à RDI, je remplaçais Daniel Poirier à l'Atlantique en direct. Donc, Oui. je l'avais fait avant de partir en Suisse beaucoup. Et puis, ben, quand on m'a demandé de faire ça, j'étais très surprise parce que moi, j'étais bien, j'étais à la radio, j'animais le 16-18 qui s'appelait Libre-Échange. J'avais une émission qui avait été voulue par Michel Cormier, notre grand reporter international qui est devenu chef de l'information à Radio-Canada après, qui a été très brièvement directeur à Radio-Canada Acadie avant de se faire appeler à Montréal. Et puis lui, ben, il voulait que cette émission-là soit ouverte sur le monde. Donc, moi, j'étais privilégiée en me disant que on m'avait dit que je pouvais faire de l'inter et tout ça dans cette émission. Donc, j'avais vraiment du plaisir à faire ça. Et comme j'ai dit plus tôt, j'aime beaucoup la radio. Donc, quand on m'a offert le TJ, ben, j'avais 49 ans, puis je me disais, ouf, OK. Et puis, ben, c'est pas un travail, c'est pas un job qui se refuse. Alors, je l'ai accepté. Et puis, je l'ai fait, mais, et puis, j'ai aimé ça, mais je dois dire que ce qui me pesait le plus, c'était pas le travail journalistique ou le travail de chef d'antenne, c'était tout l'aspect image de la télé, parce que c'est lourd, les cheveux, le maquillage, l'habillement, et ça, je trouvais ça lourd. Et puis, je trouvais que comme journaliste, c'est pas ce qui est le plus important. Et puis, j'ai aimé mes années au TJ et tout, mais quand ça a été fini, ça a aussi été une libération parce que tout l'aspect image. Je vais revenir sur cet aspect-là parce que je me souviens, on s'était rencontrés, puis là, tu me parlais de maquillage. J'aimerais ça qu'on revienne sur le rythme de vie après la pause. Jannick, ce que j'aimerais, c'est justement être chef d'antenne à la télé, la pression, tu as commencé à en parler, mais ce rythme de vie, là, parce que je me souviens, on s'était vu une fois, puis tu me disais, oh, le maquillage, tannée du maquillage et tout ça. Donc, alors, j'avais retenu ça. Puis donc, les cheveux, exactement. Puis je te posais là aussi la question, ta garde-robe, comment que ça... Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met autour de toi pour faciliter cette image que tu dois donner? Ben, écoute, il y avait une maquilleuse à l'époque, et puis cette femme, Caroline, a été d'un soutien incommensurable, pas juste au niveau du maquillage, mais au niveau psychologique, parce que ça peut être assez stressant par moment. Et donc, cette demi-heure-là sur la chaise, mais bon, ils ont coupé ce poste-là. Donc, moi, c'était une des conditions. Quand on m'a demandé de faire le TJ, j'ai dit, ben, vous gardez la maquilleuse. Parce que à Radio-Canada, il y a souvent des menaces de compression budgétaire, et puis c'est encore le cas maintenant. Et j'en ai vécu, je sais pas combien, des vagues de compression, et puis j'avais dit, mais ça, c'est ma condition. Et donc, il y avait Caroline qui était notre maquilleuse, et puis j'avais un budget aussi pour aller m'acheter des vêtements, mais les heures que j'ai passées, ben justement, quand on se voyait à Montréal, ben c'est parce que je profitais de la réunion syndicale pour aller un petit peu plus tôt, puis aller magasiner. J'ai passé des heures et des heures à magasiner pour des vestons et des choses comme ça. Et voilà, donc... c'est ça. Puis je le sais qu'une femme n'est pas jugée de la même façon qu'un homme à la télévision. C'est déplorable, mais c'est ça que c'est. Et puis je me souviens de cette anecdote, mais qui est quand même très parlante, d'un couple de co-animateurs, un homme et une femme en Australie, je pense. Et puis l'homme avait porté le même veston
pendant une année. Oui. Et il n'y avait jamais eu un seul commentaire sur son habillement, alors que la femme, elle se changeait, tu sais, évidemment, elle était toujours habillée différemment. Et puis, il y avait constamment des commentaires sur son habillement. Et tout ça. On ne juge pas les femmes de la même façon qu'on juge les hommes. Et ça peut être des femmes qui peuvent être les pires juges de ça. Oui, tout à fait. Mais j'ai pas été trop victime de ça. Ça m'est arrivé quelques fois, mais voilà. Donc, mais c'était une pression que moi je me mettais aussi. Aussi. Puis voilà. On parle de jugement. Comment on vieillit quand on est femme à la salle des nouvelles? Puis j'aimerais ça aussi que tu nous dises, est-ce qu'on vieillit mieux à la radio qu'à la télé? Est-ce que tu as senti cette pression du vieillissement à l'antenne? Ben, j'ai fini de faire le TJ, j'avais 55 ans. Mm-hmm. Donc, c'était pas si mal. J'étais pas encore trop vieille. mais ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement, pas à cause du job, mais à cause de toutes ces histoires d'images. Oui. Et puis, c'est sûr qu'à la radio, on peut être habillé comme on veut, on peut être coiffé comme on veut. Mm-hmm. Moi, je veux dire... on m'avait dit qu'il fallait que je me mette des mèches dans les cheveux quand j'ai commencé au téléjournal parce que je suis très foncée, j'ai les cheveux très foncés. Oui. Et puis c'était trop foncé pour mon âge, qu'on m'avait dit. Et puis il fallait que je me mette des mèches. Et puis à un moment donné, le coiffeur que j'avais m'avait dit, j'ai mis quelques mèches blondes, mais j'étais presque blonde. Vous me connaissez, tu me connais. Oui. Oui. Je suis pas plus blonde que je sais pas. Que toi. Oui. Et puis donc c'est ça. Il y avait toutes sortes de choses comme ça que j'ai eu un grand soulagement à laisser côté. Et puis ça revient à une autre des raisons pour lesquelles j'aime la radio. Oui. C'est que on est vraiment plus dans le contenu que dans le contenant. Dans le contenu. Mais ceci dit, la télévision, c'est magnifique. Il y a des... Quand on dit une image vaut 1000 mots, de voir quelqu'un, un moment d'émotion ou de voir une situation, de voir une photo de quelque chose, ça va tout de suite faire comprendre. Donc, pour certaines choses, vraiment, la télé, c'est quand même un média très puissant que j'aime. Mais j'ai préféré, à certains égards, la radio. La radio, je comprends. Ouais. Puis vieillir à la radio, ben ça se s'entend pas, à moins que... C'est ça, exactement. C'est ça. Ben oui. Alors, avec tout ça qu'on entend, donc tu as passé ta carrière à regarder évoluer la société avec un regard et tout. Si je te pose la question, qu'est-ce qui t'enrage ou qu'est-ce qui te rassure dans l'évolution de la société? Mon Dieu. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ici au Nouveau-Brunswick, mais comme dans d'autres régions du pays, c'est le fait qu'en 2024, on ne soit pas plus avancé dans les droits reproductifs des femmes. Ah oui, OK. La question de l'avortement. Ici au Nouveau-Brunswick, on a depuis des années une clause qui empêche ou qui interdit au gouvernement de rembourser un médecin qui pratique un avortement thérapeutique en cabinet ou dans une clinique privée. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a seulement 2 endroits au Nouveau-Brunswick où les femmes peuvent avoir accès à un avortement. C'est à l'hôpital de Bathurst et dans 2 hôpitaux de Moncton. Donc, et ça fait seulement 8 ans que la clause d'obtenir l'approbation de 2 médecins pour qu'une femme obtienne un avortement, ça fait seulement 8 ans qu'elle a été abolie au Nouveau-Brunswick. Wow, OK. Donc ça, c'est quelque chose qui m'enrage parce que
les femmes restent prises avec ce problème-là, Oui. et puis souvent celles qui n'ont pas accès, c'est les femmes qui ont la charge mentale de la contraception, de ne pas tomber enceinte et tout ça, et des accidents, ça arrive, des condoms qui pètent, ça arrive, Oui. et il y a toutes sortes de situations, des familles qui sont nombreuses et qu'on n'en veut pas d'autres parce qu'on n'a pas les moyens ou qu'on veut pas. Il y a toutes sortes de situations. En effet, oui. Et à un moment donné, il y a quelques années, j'ai lancé un appel pour avoir des témoignages. Et il y a plusieurs femmes, je pense qu'il y a 5 ou 6 femmes qui ont répondu à mon appel. J'ai eu des conversations très intimes avec ces femmes-là qui ont tous demandé l'anonymat. Parce qu'on n'en parle toujours pas. On n'en parle toujours pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'enrage. Et puis, même si la loi canadienne de la santé requiert qu'on donne accès, il y a au Nouveau-Brunswick c'est même pas une réticence, c'est une fermeture à avancer de ce côté-là. De ce côté, oui. Et ça m'enrage. Oui. Ce qui m'inspire... T'inspire et te rassure. Dans ce que tu vois en étant journaliste, est-ce qu'il y a des choses, tu dis, bon, ça va mal, mais il y a quelque chose... Il y a toujours des gens engagés qui ont le cœur à la bonne place et qui veulent aider. Il y a toujours des gens inspirants qui s'occupent de leurs prochains, qui font... On n'est pas tous égaux. Hein? Oui. Moi, je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, ce qui me rassure, c'est aussi la jeunesse. Quand je vois nos jeunes journalistes qui se démènent, qui veulent faire un bon travail. Au niveau journalistique, ce qui m'inquiète, c'est l'intelligence artificielle et comment ça va changer le métier, parce que les dérives sont vraiment inquiétantes. Je ne sais pas si vous avez vu si tu as vu le reportage de Jean-François Bélanger là, sur... c'est un ingénieur là, en Californie là, qui a créé des présentateurs, des présentatrices qui sont complètement faux. C'est des robots, ils n'existent pas, qui présentent les nouvelles, et puis d'utiliser l'intelligence artificielle. Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours... Ça prend toujours des humains. Ça prend toujours des humains parce que les machines ne peuvent pas faire du journalisme. Je trouve ça inquiétant. Mais en même temps, j'entendais ce matin que l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, il manque des dermatologues. Là, on peut, avec l'intelligence artificielle, peut-être amener plus de diagnostics parce qu'on peut prendre des photos, puis l'intelligence artificielle peut les analyser, puis ensuite un dermatologue peut aller confirmer. Donc, l'intelligence artificielle, ça m'inquiète. Je pense qu'il y a beaucoup de choses inquiétantes. Quand on voit l'état du monde, c'est assez inquiétant. Mais j'ai toujours confiance en l'humanité quand les gens ont accès à leur humanité et à leur cœur. Je poursuis avec Jannick Leblanc, journaliste Radio-Canada Acadie. Alors, Jannick, on a parlé brièvement de l'intelligence artificielle, ce qui faisait peur dans tout ça, mais il y a aussi l'ère des médias sociaux. Donc, on sait que les journalistes sont vite interpellés par rapport à leur contenu. Puis, comment tu vis ça, toi? Moi, je vais te dire que j'ai quand même été... relativement épargnée par ça. Et puis, j'ai de la chance parce que quand je parle par exemple, notre animatrice du matin qui était là en ondes tous les matins pendant la pandémie. Moi, pendant la pandémie, je faisais du reportage de mon sous-sol. Donc, j'étais pas un rôle ni d'animation de TJ ou d'émission. Mais pour les gens qui sont exposés, c'est vraiment pas facile. Pendant la pandémie, les journalistes se faisaient accuser des courroies de transmission, de vérifier leurs informations. Et c'est vrai qu'il y a maintenant une grande méfiance à l'égard des médias pour certains groupes.
dans notre société. Ce qui se passe aux États-Unis se voit de plus en plus ici. Une espèce de libération de parole qui n'est pas saine, c'est-à-dire c'est pas la libération, mais c'est de contester des faits, d'avoir des réalités alternatives. Ça c'est très inquiétant. Je pense que ça prend une couenne dure pour animer. Aujourd'hui, bon, moi, je dois dire, les 3 premiers mois de l'année, là, j'ai remplacé l'animatrice de l'émission de fin d'après-midi, puis j'ai eu 0 problème avec ça. Donc, je pense que l'auditoire de Radio-Canada est très respectueux. Évidemment, les gens qui nous écoutent, c'est parce qu'ils nous font confiance. Mais ceux qui n'écoutent pas, c'est une autre histoire. Et puis, j'ai un peu d'inquiétude par rapport au discours de plus en plus radicalisé qu'on entend, et même de la part de politiciens. Je ne sais pas à quel point le balancier va aller d'un côté avant de peut-être revenir, mais je crois que la pandémie a vraiment marqué les choses, pas toujours de façon positive. Oui, je comprends. En parlant de marquer, quel est le moment le plus marquant pour toi dans toute cette vie en tant que journaliste? Oh, quelle question! Il y en a beaucoup, je vais dire qu'est-ce qui me vient premièrement à l'esprit. Oui. Là, on va avoir le prochain congrès mondial acadien. Ça, c'est un rassemblement d'Acadiens de par le monde. Ça va être dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse au mois d'août. Et puis, ça va être le 94, 99, ensuite 2004, 2009. Ça va être le 6 ou le 7e, là. Et le premier avait lieu en 94. Puis, je me remets, parce que je l'ai couvert en long et en large en 94. Et à un moment que je relatais à mon collègue du Cameroun, Elvis, la semaine passée, puis j'ai eu vraiment une grosse émotion qui est montée. En 94, au CEPS de l'Université de Moncton, que tu connais, il y a eu, pour le premier congrès mondial acadien, il y a Boutros Ghali, qui était le secrétaire général de l'ONU à l'époque. Il est devenu secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie par après. Il est venu dire aux Acadiens, il est venu marquer l'ouverture des conférences du congrès mondial acadien. Et je me souviens qu'on était en haut, dans le CEPS, dans une espèce de loge, et on faisait une émission en direct à la radio, et on captait son discours. Et dans son discours, il est venu, et ça rejoint mon côté personnel et mon côté professionnel, il nous a cité la Charte des Nations Unies en nous disant que les Acadiens, nous étions un peuple. Et ça m'a marqué, puis je te le dis, Marjorie, puis j'ai une émotion parce que en quelque part, les Acadiens, on est sans pays, et on est vraiment sans territoire délimité. C'est pas comme le Québec qui a sa province et tout ça. Et d'avoir le secrétaire général de l'ONU qui venait nous dire, nous, peuple des Nations Unies, puis je me souviens pas comment ça continue, là, ça avait été un moment, je me souviens, avec mes collègues, on écoutait, puis on se regardait, puis on avait des frissons. Et ça, c'était un grand moment. C'était un grand moment pour toi. Mais il y en a des centaines. J'en doute pas avec tout le parcours que tu as eu. Mais Jannick, on arrive déjà à la fin. Et puis, rapidement, quelle est la femme qui t'a le plus inspirée? Ça va faire cliché, mais c'est ma mère. Voilà, c'est ça, c'est ce que je sais. Je voulais t'entendre le dire.
C'est ma mère parce que au-delà de son rôle de mère, maman, elle était dans la vingtaine quand elle a fait sa conscientisation féministe, qu'elle s'est rendue compte qu'un homme qui vendait un chandail d'homme était plus payé qu'une femme qui vendait un chandail de femme. Oui, oui, oui. Et puis, elle a participé, elle a fait toute sa conscientisation. Et puis, elle est devenue la présidente fondatrice du Conseil consultatif sur la condition de la femme du Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Et elle a fait, avec son équipe évidemment, elle a fait évoluer les lois sur le divorce, sur le partage financier lors du divorce. Elle avait fait installer une ligne où les femmes pouvaient appeler. On s'est rendu compte du problème de violence conjugale qui avait amené à des maisons de transition. Donc tout ça... Oui, elle t'a tout transmis ça. C'est ce qu'on voit aussi avec la femme que tu es devenue. Absolument, oui. Ben, écoute, vraiment, c'est la fin. Puis on avait plein d'autres questions, mais là, on y arrive. Donc, merci, Jannick, d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir contribué là, par ta passion à une si belle heure d'émission. Puis je te souhaite une belle retraite parce que je sais que tu es en train d'y penser. Et sachant aussi que tu vas réaliser d'autres rêves, mais l'émission est déjà terminée. Alors, je rappelle que mon invité est Jannick Leblanc, journaliste Radio-Canada Acadie. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Jannick. Au revoir, Marjorie. Merci. Ça n'a pas été trop dur.